être coupés de leur peuple. Bon. Abdoulaye Maïga dit qu'il dénonce au nom du gouvernement malien, au nom du peuple malien, avec véhémence. S'il dénonce avec véhémence, c'est-à-dire s'il exprime une colère, parce que la véhémence, c'est la colère exprimée dans le discours, c'est bien parce qu'il y a eu quelque chose de grave qui a été fait contre le Mali. Mais qu'est-ce qui a été fait de grave contre le Mali? Il nous dit, le rapport de l'ONU sur les événements du 27 au 31 mars 2022 souffre de 3 insuffisances qui sont même des tares, des insuffisances qui sont des abominations. Quelles sont ces insuffisances? 1. C'est un rapport biaisé. Un rapport biaisé, c'est-à-dire un rapport qui rend compte des événements en les tordant au profit de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux et au détriment du peuple malien. Un rapport biaisé, quelque chose qui est de biais, c'est quelque chose qui est tordu, c'est quelque chose qui est penché. Or, un véritable rapport doit être un rapport objectif, un rapport orthogonal, un rapport juste. Là, c'est biaisé, c'est un rapport tordu. Et vous reconnaissez bien dans le biais la forme du serpent. La logique serpentine du néocolonialisme, de l'impérialisme occidentaux, c'est que il ne s'exprime jamais, le néocolonialisme et l'impérialisme, il ne s'exprime jamais de manière claire. Ils s'expriment en biais. Ils arrivent de manière tortueuse. D'accord? Deuxième élément, deuxième abomination commise par ce rapport, c'est un rapport fictif. En quoi est-il fictif? Mais parce que c'est un rapport qui parle de faits qui n'ont pas eu lieu. En fait, c'est un roman. C'est un roman présenté comme rapport de droit politique international. La fiction, c'est l'invention d'un récit qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, un récit complètement imaginaire. Donc, le gouvernement du Mali reproche à l'ONU d'inventer des faits, mais des faits imaginaires, des faits qui ont surgi du cerveau des manipulateurs planqués à l'ONU et qui veulent, comme il le dira plus loin, tout faire pour instrumentaliser les droits de l'homme, instrumentaliser la MINUSMA pour déstabiliser le Mali et le maintenir sous le contrôle du néocolonialisme et de l'impérialisme. Récit fictif, car ne correspondant à rien de ce qui s'est vraiment passé. Troisième élément, c'est un rapport qui est non normé, qui ne respecte pas les normes internationales. Et la démonstration qui va suivre dans la communication du gouvernement malien est une démonstration qui va établir, 1, que c'est un rapport biaisé, 2, que c'est un rapport fictif, 3, que c'est un rapport qui n'obéit pas aux normes. C'est-à-dire que quand une organisation internationale comme l'ONU rédige un rapport qui va jusqu'à engager par des accusations la responsabilité d'un gouvernement, d'une armée, d'un pays, cette organisation doit prendre la peine de respecter les normes internationales en matière d'enquête. Par exemple, un rapport ne peut pas se baser sur la violation abusive du territoire d'un État pour constituer ses sources contre cet État. Un rapport en droit international qui considère comme une source, une information qui a été donnée par des gens qui ont perpétré la violation de la souveraineté territoriale d'un pays. Un rapport de l'ONU qui prend leur information au sérieux est un rapport qui est donc déjà un rapport condamné à ne pas être respecté. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on se fonde sur des données qui ont été, nous dit-on, recueillies dans le cadre d'une violation du droit international, ces données elles-mêmes ne sont plus crédibles. Je veux dire, si vous confiez dans une affaire à un voleur le soin, eh bien, de dénoncer le vol, mais c'est que vous ne voulez pas mettre fin au vol. Si vous confiez au voleur, à un très grand voleur, le soin de dénoncer tous les voleurs, est-ce que vous pensez que ça va arriver, puisqu'il ne veut pas se dénoncer lui-même? On ne peut pas confier à un très grand voleur le soin de dénoncer tous les voleurs, puisque le projet de dénoncer tous les voleurs va le conduire à son autodénonciation. On peut quand même supposer qu'il n'est pas aussi bête pour se livrer bêtement. Alors, on ne peut pas dire qu'on fait un rapport de l'ONU en se basant sur des informations
qui aurait été obtenu en violant les règles de l'ONU. Il faut pour cela que l'ONU se viole elle-même, pour pouvoir considérer des informations qui lui sont données et qui ont été constituées par la violation de sa charte. Oui, il faut que l'ONU ait perdu la tête pour prendre au sérieux un rapport qui a été fait sur la base de la violation de la charte de l'ONU, qui reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et notamment le principe de la souveraineté territoriale, comme fondement de la paix internationale. Vous voyez? Donc, là, nous sommes dans la deuxième grande idée. Et j'essaie de vous montrer que le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, au nom du gouvernement malien, nous administre là un très bel exercice de rationalité et d'affectivité équilibrée. Il dit pourquoi le Mali est en colère, pourquoi le Mali répond avec véhémence. Il donne les trois raisons. Rapport biaisé, rapport fictif et rapport non respectueux des normes internationales. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement malien avait refusé de s'associer aux experts confus, diffus, touffus, aux experts douteux que l'ONU avait mis sur cette affaire. Le Mali ne s'est pas associé à eux dès lors qu'il a compris qu'ils étaient chargés de biaiser le récit des événements au Mali. Ils étaient chargés d'inventer une histoire abracadabrantesque, une histoire scandaleuse pour salir les forces armées maliennes, salir les alliés russes du Mali, salir le gouvernement malien, salir le président Assimi Goïta. Une fois que les autorités maliennes ont su que c'était cela le projet, elles ont refusé justement de coopérer à une opération d'autodestruction. Et donc, du coup, on peut passer à la troisième grande idée de la communication du porte-parole du gouvernement malien. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé du 27 au 31 mars 2022 à Moura? Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga nous le rappelle de manière succincte. 1. L'armée malienne a mené une opération aéroportée réussie à Moura. C'est quoi une opération aéroportée? C'est-à-dire que l'armée malienne qui a maintenant renouvelé son vecteur aérien, l'armée malienne a préparé des soldats, les a fait monter dans des avions de guerre, puisqu'elle avait un renseignement par satellite qui lui montrait un rassemblement de terroristes dans la proximité de la ville de Moura. L'armée malienne a programmé une opération aéroportée. Elle a projeté le nombre de soldats qu'il fallait pour encercler les terroristes et les détruire. C'est ça l'opération aéroportée. Alors, quel est l'avantage de l'opération aéroportée? Vous le voyez très bien. L'avantage de l'opération aéroportée, il est dans le fait que l'armée n'est pas obligée de se déplacer par voie de terre, car en se déplaçant par voie de terre, elle se prête beaucoup plus facilement à des embuscades. Dans les années précédentes, les militaires maliens ont été massacrés régulièrement par les terroristes et leurs maîtres impérialistes, parce que chaque fois qu'une attaque était signalée dans une localité, le seul mode utilisable par l'armée malienne pour se rendre dans cette localité, protéger les populations, c'était la voie de terre, la voie terrestre. Or, sur la voie terrestre, qu'est-ce qui vous attend? Des mines contre les véhicules, des groupes armés qui vont se mettre dans des virages, qui vont se mettre dans des zones de ravins, qui vont se mettre dans des broussailles pour vous attaquer. En fait, le temps d'arriver au lieu où se produit l'attaque, vous-même, vous avez déjà perdu un nombre d'hommes tellement important que vous renoncez même à aller combattre pour mettre fin à l'attaque et vous êtes obligé de combattre pour survivre, d'avoir tenté d'aller au lieu de combat. Le président Assimi Goïta a donné plusieurs témoignages de ce qui est arrivé à l'armée malienne ces 10 dernières années. L'armée malienne était, à un moment donné, interdite de se déplacer en avion sur le territoire malien sans l'accord de la MINUSMA et sans l'accord de l'armée française. De telle façon que, et le président Goïta a donné un témoignage très émouvant en langue bambara devant les Maliens à ce sujet, le quartier général de l'armée malienne pouvait être au courant qu'on est en train de tuer des soldats maliens à tel ou tel endroit. Chaque fois qu'il voulait lever un vecteur aérien pour y aller, c'était interdit. Et chaque fois qu'on tentait de convoyer par voie terrestre des militaires maliens pour aller délivrer leurs frères, en fait,
le convoi qui allait délivrer, c'était le deuxième groupe de militaires qui se faisait assassiner. Le président Goïta raconte avec beaucoup d'émotion un épisode où 70 militaires venaient d'être tués. Et l'armée malienne voulait projeter rapidement par voie aérienne, et elle ne possédait à l'époque qu'un seul avion disponible. Elle voulait projeter par voie aérienne des éléments pour ne serait-ce que punir ceux qui venaient de massacrer leurs camarades. Cela lui fut interdit par la MINUSMA, interdit par l'armée française. Ils furent empêchés d'aller soutenir leurs frères qui étaient en train de se faire massacrer. Et au total, on devait ramasser 70 cadavres, 70 morts. Et le président Goïta dit, ce n'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé plusieurs fois et pendant plusieurs années. Donc cette fois-ci, grâce à son partenariat avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, l'armée malienne a acquis la capacité de lire l'information à partir des satellites. 2. Elle a acquis une flotte aérienne lui permettant de se projeter en un temps record sur n'importe quelle partie du territoire national malien et d'engager le combat. D'ailleurs, vous avez bien vu que c'est parce que cette flotte aérienne a volé sur Kidal que les terroristes divisionnistes qui tiennent la ville de Kidal ont quand même accepté la visite du ministre chargé de la réconciliation du Mali, le colonel Ismaël Ouagé, pour venir leur dire qu'il faut que le référendum du 18 juin se tienne tranquillement à Kidal. Sans ce vecteur aérien, il n'aurait pas été permis au ministre malien de la réconciliation d'entrer à Kidal avec ses armes et d'aller dire aux responsables de la CMA, il faut que le référendum du 18 juin 2023 se tienne aussi à Kidal, comme partout ailleurs au Mali. Donc vous comprenez? Ce qui s'est passé à Moura, c'est donc que, une fois qu'ils ont été repérés, nous dit le gouvernement malien, une opération aéroportée a été organisée, ils ont été parfaitement encerclés et ils ont été parfaitement détruits. Bien sûr, aussitôt après, puisque des cris d'orfraie échappaient de partout dans la presse de la France-Afrique pour dire qu'il y a eu un massacre de civils, le gouvernement a ouvert une enquête. Immédiatement ouvert une enquête. Et cette enquête est en cours. Du coup, la question du ministre d'État, Abdoulaye Maïga, est la suivante. Mais comment l'ONU peut-elle nous demander d'ouvrir une enquête sur l'enquête qui est en cours? Oui, c'est ça la question. Comment l'ONU peut-elle demander au gouvernement malien d'ouvrir une enquête sur l'enquête qui est en cours? Ça s'appelle l'art d'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. Le gouvernement du Mali enquête sur l'affaire, sur les allégations de violation de droits humains. L'enquête est en cours. Alors, pour qui se prend l'ONU? Pour demander à un État souverain qui est déjà en train d'enquêter sur ses affaires, bon, pour qui se prend l'ONU pour demander à cet État d'enquêter sur son enquête? Et ceci me permet de me souvenir de quelque chose. C'est une conférence qui a été délivrée en 2003, si je ne m'abuse, par l'ancien président sud-africain, le grand héros Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait une remarque qui est très intéressante et qu'on doit sans cesse refaire, que ce soit à l'ONU ou aux dirigeants des grandes puissances occidentales. Écoutons ce que Mandela a dit ce jour-là. Écoutons ce que Nelson Mandela, l'administration territoriale et de la ce que Nelson Mandela a dit ce jour-là est très important. Je veux lui donner la parole ici avant d'avancer. Le président Mandela. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, il était interrogé. Voilà, hop, j'ai retrouvé la vidéo. Je retrouve la vidéo. Alors, je veux trouver le mot du président Mandela.
Est-ce que je l'ai mise ici? Oui, je l'ai mise à votre disposition. Pourquoi je la... Alors, je vais sur YouTube. Mandela. Excusez-moi mes chers amis, ma vidéo s'est déplacée, je ne sais pas pourquoi. Mandela, ONU, 2003. USA. Ok. Est-ce que je peux trouver ça? Voilà, je crois que j'ai retrouvé cette vidéo-là. Elle est très importante à mes yeux. Voilà, j'y suis. Both Bush as well as Tony Blair are undermining an idea which was sponsored by their predecessors. They do not care. Is it because the Secretary General of the United Nations is now a black man? They never did that when Secretary Generals were white. What is the lesson of them acting outside the United Nations? Are they saying any country which believes that they will not be able to get the support of the countries with a veto are entitled to go outside the United Nations and to ignore it? Or are they saying, we, the United Nations, are the only superpower in the world now. We can act as we like. Are they saying this is a lesson that we should follow? Or are they saying, we are special. What we do should not be done by anybody. And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. They don't care. They don't care for human beings. 57 years ago, when Japan was retreating on all fronts, they decided to drop the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki. True. Killed a lot of innocent people. Absolutely. Who are still suffering from the effects of those bombs. Those bombs were not aimed against the Japanese. They were aimed against the Soviet Union. To say, look, this is the power that we have. If you dare oppose what we do, this is what is going to happen to you. Because they are so arrogant, they decided to kill innocent people in Japan who are still suffering from that. Who are they now to pretend that they are the policemen of the world? What I'm condemning is that one power with a president who has no foresight, who cannot think properly, is now wanting to plunge the world into a holocaust. And I'm happy that the people of the world, especially those of the United States of America, are standing up and opposing their own president. I hope that that opposition will one day make him understand that he has made the greatest mistake of his life in trying to bring about carnage and to police the world without any authority from the international body. It is something we have to condemn without reservation. Mes chers amis, dans cette allocution dont je vous ai fait écouter les 3 minutes et 48, Nelson Mandela parle en 2003,
au moment où les États-Unis, la Grande-Bretagne, la coalition occidentale se préparent à attaquer à nouveau et à détruire l'Irak. Hein, massacrer Saddam Hussein comme ils y tenaient. D'accord? Et ils posent le problème suivant. Pour qui se prennent les grandes puissances occidentales pour, sans même accepter le moindre débat à l'intérieur des Nations Unies, décréter que tout pays du monde qui ne fait pas leur volonté doit être détruit, que ses dirigeants doivent être éliminés. Et Nelson Mandela continue en disant, mais écoutez, s'il y a une puissance sur cette planète qui a commis le plus grand nombre de crimes contre l'humanité, mais c'est la puissance américaine, ce sont les États-Unis. Et il donne l'exemple de ce que les États-Unis ont fait au Japon, alors que le Japon était en train de battre en retraite sur tous les fronts. Le Japon avait déjà perdu la guerre. Les Américains ont quand même lancé sur Hiroshima et Nagasaki 2 bombes qui ont tué des centaines de milliers d'êtres humains et qui, jusqu'au moment où Nelson Mandela parlait et jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui, continuent d'avoir des effets avec des maladies génétiques, des déformations génétiques qui ont été transmises par les irradiations de ces bombes nucléaires. Mandela dit, mais pour qui se prennent les puissances occidentales pour ne pas respecter les principes de l'ONU, mais vouloir les appliquer selon leur point de vue au reste du monde? C'est ce que Mandela dit en 2003. Or, on est dans cette affaire. Est-ce que l'ONU peut se permettre d'exiger des États-Unis d'Amérique qu'ils se soumettent à une enquête internationale sur les crimes de masse qui ont été perpétrés par l'armée américaine dans le monde? Est-ce que l'ONU peut réussir à obtenir aux États-Unis que les Américains acceptent qu'une enquête internationale soit ouverte sur les violations des droits humains, notamment contre les minorités, ou plutôt les majorités noires, hispaniques aux États-Unis? Est-ce que le gouvernement américain accepterait que l'ONU vienne enquêter sur les conditions dans lesquelles plusieurs Américains sont assassinés chaque année à travers les États-Unis, et notamment par les forces de l'ordre? Est-ce qu'ils accepteraient? Réponse non. Et donc c'est ça qui est important ici, et c'est cela la source de la colère, de la véhémence du gouvernement malien. Le 2 poids, 2 mesures. Et du coup, 4e idée de la locution du docteur-colonel Abdoulaye Maïga, mais pourquoi l'ONU veut-elle maintenant rouvrir la plaie, remuer le couteau dans la plaie autour de cette affaire de Moura, qui est pourtant l'objet d'une enquête judiciaire? Réponse du gouvernement malien, l'ONU participe à la déstabilisation du Mali. L'ONU participe à la perturbation de l'ambiance politique au Mali, parce que l'ONU ne veut pas voir réussir le scrutin référendaire du 18 juin 2023. Le Mali est clair là-dessus. Qu'est-ce qui amène l'ONU à vouloir à tout prix fragiliser le gouvernement? Qu'est-ce qui amène l'ONU à vouloir à tout prix déverser une infamie injustifiée sur le gouvernement, sur l'armée malienne? C'est bien parce qu'il y a un événement de taille qui arrive au mois de juin prochain. Les Maliens, les Maliennes sont invités à voter au référendum pour la nouvelle constitution, laquelle est une étape essentielle avant les élections générales de 2024 et notamment à partir de février-mars, l'élection présidentielle. On voit très clairement que l'ONU sort ce rapport biaisé, fictif et non normé pour en réalité troubler les préparatifs du référendum. On voit que l'ONU a choisi la déstabilisation du Mali et non pas sa stabilisation. Car en fait, à 1 mois à peu près d'un référendum aussi important, une organisation internationale qui serait au service de la paix et de la sécurité ne chercherait pas à agiter ce genre de rapport biaisé, fictif et non normé. Une organisation qui serait au service de la paix n'écrirait pas ce genre de rapport. Le Mali révèle donc publiquement que l'intention des Nations Unies est une intention nocive. En tout cas, ceux qui ont rédigé ce rapport
et lequel a été permis par le secrétaire général des Nations Unies, ont pour intention de déstabiliser le Mali. Cinquième idée. Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, porte-parole du gouvernement malien, souligne que le constat judiciaire qui a été fait, notamment à partir du 9 avril 2022, par le parquet de Mopti, qui s'est rendu sur place à Moura, ce constat a établi ceci. Il y a eu affrontement entre l'armée malienne et la Katiba Massina. Il y a eu des morts par projectile dans le cadre de cet affrontement. C'est-à-dire, mort par projectile. Cela signifie mort sous les bombardements de l'armée, mais également mort par balle, parce que les projectiles, ce sont les bombes et les balles. Bon, les personnes qui ont été retrouvées mortes sont des personnes qui ont été tuées par des projectiles. Et je rappelle qu'il y a eu des morts du côté malien, du côté de l'armée malienne. Donc il y a eu des morts par projectiles, il y a eu des morts. Deuxième chose, la majorité des personnes qui ont été retrouvées mortes à l'issue du combat étaient des personnes adultes de sexe masculin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfants là-bas. Ce n'était pas une affaire d'enfants. C'était des adultes essentiellement de sexe masculin. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième élément extrêmement important. Le combat a opposé les forces armées maliennes avec la Katiba Massina. La Katiba Massina, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on sache ce que c'est que la Katiba Massina. La Katiba Massina, c'est une branche de Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda au Sahel. N'est-ce pas? Or, Al-Qaïda, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation terroriste qui a été créée par la CIA dans les années 80 en Afghanistan pour combattre à l'époque les soviétiques qui y avaient opéré une invasion militaire à la fin des années 70. C'est là-bas que Al-Qaïda a été créé. Al-Qaïda a été créé par les Américains en Afghanistan pour combattre les soviétiques. Oussama Ben Laden est un ancien serviteur des États-Unis. À un moment donné, lui, il va se révolter contre ses maîtres, d'où ils vont l'éliminer. Mais Al-Qaïda est une organisation, toutes les données scientifiques indiquent que ça a été créé dans les années 80 par la volonté du gouvernement américain. D'accord? Or, Al-Qaïda, qui est actuellement au nord du Mali, reconnaît la supériorité hiérarchique du sommet de Al-Qaïda qui est au Moyen-Orient. C'est-à-dire que l'organisation Al-Qaïda qui a été créée dans les années 80 et qui est basée au Moyen-Orient, c'est elle qui chapeaute Al-Qaïda au Mali. Donc qui chapeaute justement la Katiba Massina d'Amadou Koufa, dit Amadou Diallo. Et du coup, vous devez aussi savoir que Al-Qaïda a combattu aux côtés de l'OTAN pour renverser Kadhafi en Libye. Lorsque, en 2011, l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, ont décidé de renverser le régime de Kadhafi et de détruire massivement la Libye pour empêcher la création de la monnaie continentale or, pour empêcher l'effondrement du dollar en Afrique, l'effondrement de l'euro et l'effondrement du CFA. Et pour Nicolas Sarkozy, pour empêcher qu'on retrouve toutes les traces du financement qu'il avait reçu de Muammar el-Kadhafi et pour lequel il est de nouveau ramené devant la justice, le parquet national financier en France. Quand ils ont tué Kadhafi et qu'ils ont détruit la Libye, ils l'ont fait en co-intelligence avec l'État islamique et Al-Qaïda. L'OTAN a attaqué la Libye en intelligence avec l'État islamique et Al-Qaïda. Donc, il s'ensuit que la Katiba Massina, qui est un détachement d'Al-Qaïda, est parfaitement connu de l'OTAN. Comprenez le raisonnement? Donc, en fait, l'armée malienne a affronté un groupe de terroristes qui ont coopéré avec l'OTAN pour tuer Kadhafi, détruire la Libye. Et d'ailleurs, ces terroristes ont été armés en Libye par l'OTAN. Ce n'est pas le ministre Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères françaises à l'époque, qui va le nier. Puisque le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a révélé en septembre 2022 la conversation qu'il avait eue en 2013
avec Laurent Fabius, qui était alors ministre des Affaires étrangères du président François Hollande. La conversation était la suivante. Fabius appelle Lavrov pour lui dire « La France souhaite que la Russie ne s'oppose pas à l'intervention militaire de l'armée française pour stopper ce qu'on appelait faussement alors les djihadistes qui menaçaient, nous disait-on, de prendre Bamako. » Une thèse qui n'est pas évidente. Lavrov, au nom de la Russie, marque son accord. La Russie ne s'opposera pas. Dit-il à Laurent Fabius, vous pouvez intervenir. Et Lavrov ajoute un commentaire. Mais, mon cher Laurent, vous, Français, vous vous préparez à aller combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. Donc, il faut que vous sachiez très bien que les Africains savent qui est la Katiba Masina. Les Africains savent, à partir ne serait-ce que de ce petit indice, la conversation Lavrov-Fabius. Les Africains savent que la Katiba Masina est soutenue d'une manière ou d'une autre par l'OTAN. Les Africains le savent. Et le seul tort qu'on me reproche, moi, c'est d'aider les Africains à savoir ce qu'ils doivent savoir. Je suis le messager. Je vais chercher l'information, je la mets en forme pour la mettre à la disposition des Africains, les amener à regarder la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, il y a eu combat entre l'armée malienne, les FAMA, et la Katiba Masina qui est un détachement d'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a été créé par les États-Unis en Afghanistan. Al-Qaïda qui a détruit la Libye en association avec l'OTAN, c'est-à-dire en association avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, de Nicolas Sarkozy. C'est ce Al-Qaïda-là qui est venu combattre contre l'armée malienne à Moura. Et il faut que vous compreniez cela. Je voudrais encore dire autre chose sur la Katiba Masina. Mais on a découvert, dans une investigation qui a été publiée en 2018 par le docteur Dougou Kolo Alpha Oumar Bakonare, on a découvert l'origine des véhicules utilisés par la Katiba Masina au centre du Mali. On a découvert l'origine des véhicules. Le pays d'immatriculation, en 2018, le pays d'immatriculation de la totalité des véhicules utilisés par la Katiba Masina pour terroriser le peuple malien. Est-ce que vous savez qu'on a découvert à partir de quel pays ils étaient fournis en véhicules? Ben, les véhicules étaient tous immatriculés en Côte d'Ivoire. Tous les véhicules de la Katiba Masina qui ont été saisis, et notamment à partir de 2018, on s'est rendu compte qu'ils avaient été fait l'objet, ils avaient été livrés à la Katiba Masina en Côte d'Ivoire. Et ils avaient été immatriculés en Côte d'Ivoire. L'article existe sur le site The Investigation. On a aussi découvert qu'ils avaient, la Katiba Masina, mis en place un mécanisme pour provoquer un génocide, un ethnocide, une guerre intercommunautaire. En fait, ils s'habillent en deux groupes, les gens de la Katiba Masina. Il y a un groupe qui s'habille comme s'ils étaient des Peuls. Ils s'habillent en Peuls. Et ils s'en vont attaquer les communautés Dogon, les communautés Bambara, dans le but que la communauté Dogon et la communauté Bambara se vengent contre ses frères et sœurs Peuls. Voilà le premier groupe tactique de la Katiba Masina. Des gens qui s'habillent en Peuls, qui se présentent comme des djihadistes, mais des Peuls, et qui s'en vont attaquer eh bien, les Dogons, les Bambara, pour que les Dogons et les Bambara aillent massacrer leurs propres frères et sœurs Peuls. Et puis, ils ont un deuxième groupe tactique qui est très bien expliqué dans cet article de The Investigation par le docteur Dougou Kolo Alpha Oumar Bakonare. Le deuxième groupe s'habille en dozo. Le deuxième groupe de la Katiba Masina, là, ils portent des vêtements de dozo. Mais ce sont des faux dozo et des faux djihadistes. Donc, le deuxième groupe, ceux qui s'habillent en vêtements de dozo, eux, ils sont chargés d'attaquer la communauté Peul, pour que la communauté Peul, puisque les dozos sont des Bambara et des Dogons, pour que la communauté Peul vienne régler des comptes et tuer ses propres frères Dogon et Bambara. La même Katiba a deux groupes. Un groupe qui est habillé en faux dozo, ce groupe-là attaque les communautés Peul, les villages Peul. Un autre groupe est habillé en faux djihadiste, habillé en Peul.
Il est chargé d'attaquer la communauté Dogon, la communauté Bambara. Le but étant que la région de Mopti s'embrase, que tout le monde s'entretue, pour pouvoir justifier le maintien éternel de l'ONU sur le sol malien, la recolonisation militaire de l'ONU et bien sûr le contrôle des richesses faramineuses de ce pays. C'est contre eux que l'armée malienne s'est battue. Du 27 au 31 mars 2022, l'opération aéroportée a été un succès. Et quand le gouvernement malien dit la Katiba Massina a été défaite avec ses sponsors étrangers, c'est qui les sponsors étrangers? Mais c'est la coalition otanienne qui a implanté cette Katiba en Libye et ensuite dans le Sahel. C'est la coalition otanienne. Quand on parle de sponsors étrangers, il faut juste remonter à ce qui s'est passé en Libye. Il faut voir qui les arme. Il faut voir qui leur parachute des armes. Il faut voir qui leur donne de l'argent. Quelle est leur banque? Quelle est la banque d'Al-Qaïda? Quelle est la banque d'Al-Qaïda au Sahel? Je vais poser cette question-là aux journalistes d'investigation français. Parce que nous sommes à l'ère de la vérité. Disons-nous la vérité. Ça sera mieux pour tout le monde. Qui est la banque des djihadistes d'Al-Qaïda au Sahel? Quelle est leur principale banque qui leur donne beaucoup d'argent? Et quel est le mécanisme par lequel ils ont de l'argent? Parce que bon, ils ont de l'argent par plusieurs mécanismes, hein, les trafics, la drogue, hein, les pillages de bétail, n'est-ce pas? Les vols, etc. D'accord? Mais les enquêtes internationales ont révélé que leur principale source d'argent, c'est le paiement de rançons. Et voici ce que la presse française a publié. Otages, banquières, les djihadistes. Bon, les gens n'aiment pas, bon, je ne sais pas. La vérité est là. Hein. Une personne qui est en France et qui veut savoir ce qui se passe en Afrique n'a qu'à lire ce que les chercheurs français ont dit. Voilà un très bon article. Ça, c'est un article du site de France 24. C'est France 24 qui a écrit cet article. Le voici. L'article. L'article dit ceci. Il est du 30 juillet 2014. Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. La France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. C'est ce que dit la presse officielle française. Je dis bien la presse officielle. Parce que France 24, c'est un organe de presse qui est rattaché directement au ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas pourquoi ils m'en veulent. Moi, je lis uniquement ce que la presse produit ici en France, pour l'essentiel. Et ça me suffit même amplement pour savoir quelles sont leurs responsabilités. Et que dit l'article? Alors que les gouvernements européens nient verser des rançons pour libérer des ressortissants détenus par Al-Qaïda et ses alliés, le New York Times révèle dans son édition de mardi 29 juillet que les djihadistes ont récolté au moins 125 millions de dollars américains, 93 millions d'euros grâce aux enlèvements depuis 2008, dont 66 millions, 49 millions d'euros pour la seule année 2013. Selon les chiffres du département américain du Trésor compilés par le journal, le total serait même de 165 millions de dollars sur la même période. Ces sommes proviendraient dans leur grande majorité de pays européens. Certains paiements ont parfois été déguisés en aide au développement, dévoile le New York Times, dans un article étayé de nombreux témoignages d'anciens otages, négociateurs, de diplomates et de représentants de gouvernements de 10 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Je continue à lire. L'enquête du New York Times répertorie plus de 90 millions de dollars versés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis 2008, par la Suisse, l'Espagne, l'Autriche, par le groupe nucléaire français Areva et 2 paiements provenant de sources indéterminées. La seule libération de 4 otages français au Sahel en octobre 2013 se serait faite en échange d'une rançon de 30 millions d'euros, écrit le New York Times. Les insurgés Shebab en Somalie ont reçu 5,1 millions de dollars de l'Espagne, tandis qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique a reçu près de 30 millions de dollars en 2 versements, l'un du Qatar et d'Oman, l'autre d'origine indéterminée. Seule une poignée de pays, États-Unis et Grande-Bretagne, ont refusé de payer pour libérer leurs ressortissants. Ce sont des menteurs. Les États-Unis ont payé. La Grande-Bretagne paye.
affirme le journal, avec pour résultat que seuls quelques-uns ont été sauvés, soit par des interventions militaires, soit en s'échappant. Cependant, les États-Unis ont été disposés à négocier dans certains cas, comme récemment en échangeant 5 prisonniers talibans détenus à Guantanamo contre le soldat américain Bo Berdal, capturé en Afghanistan. Alors que le réseau d'Al-Qaïda a été financé à l'origine principalement par de riches donateurs, les enlèvements contre rançon sont devenus aujourd'hui la plus importante source de financement du terrorisme. Fin de citation, avait averti David Cohen, sous-secrétaire au Trésor américain pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un discours en 2012. Il a encore dit « Chaque transaction encourage une autre transaction ». L'organisation terroriste a ouvertement reconnu cette aubaine, note le journal. L'enlèvement d'otages est un butin facile, a écrit Nasser al-Ouhaichi, le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, que je pourrais décrire comme un commerce rentable et un précieux trésor. Selon al-Ouhaichi, l'argent de la rançon, soit environ 10 millions de dollars par otage, dans des affaires récentes, représente jusqu'à la moitié de son budget de fonctionnement. D'accord? Mais il y a quelque chose qui est important. C'est de dire que dans une enquête, le New York Times évalue à 125 millions de dollars les revenus que la nébuleuse Al-Qaïda aurait tirés de rançon depuis 2008, en grande partie payés par la France, mais aussi par des voisins européens, notamment au Sahel. Bon, voilà la réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Moura? Ce qui s'est passé à Moura, c'est que l'armée malienne combattait Al-Qaïda, qui est financée, comme vous venez de voir. Voilà pourquoi le gouvernement malien parle de sponsors étatiques étrangers. Le document est là. Vous avez besoin d'une preuve plus flagrante que ça? Ce document est de France 24, c'est la presse officielle française. Et ce document relaie une information publiée dans le New York Times. Et le New York Times relaie les propos de quelqu'un qui était le sous-secrétaire d'État au Trésor américain, David Cohen. David Cohen. C'est-à-dire un officiel américain a balancé les Occidentaux, les pays européens. Bien sûr, en évitant de balancer son allié principal, la Grande-Bretagne, et de se balancer lui-même. En reconnaissant à demi-mot qu'il contribue également au financement de ces organisations et en faisant semblant d'ignorer que ce sont eux qui ont créé Al-Qaïda. Ce sont eux qui ont créé Al-Qaïda. Le gouvernement, l'armée malienne s'en vont combattre Al-Qaïda. Qui a été créé, comme je vous l'ai dit. Qui est financé, comme je vous l'ai dit. Et la victoire de l'armée malienne, on veut la retourner en une faute, en un crime contre l'humanité. On veut la retourner en un génocide, en un ethnocide, alors que c'est une victoire contre des terroristes, des impérialistes, des néocolonialistes, des bandits. C'est une victoire magnifique. Et le gouvernement malien précise, tous ceux qui ont été retrouvés morts, ce sont des combattants terroristes. Les personnes ont également été arrêtées à cette occasion et elles ont été mises à la disposition de la justice. L'enquête de la justice est toujours en cours et par respect pour l'indépendance de la justice, le gouvernement n'a pas à en dire plus. Par ailleurs, le ministre d'État Abdoulaye Maïga insiste sur la bonne volonté du gouvernement malien en montrant qu'il y a même eu 2 enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a une enquête dépendant du ministère de la Justice, à partir du parquet de Mopti, et puis il y a une enquête qui est sous la responsabilité de la justice militaire. Donc, une enquête complémentaire de l'enquête de la justice. Les 2 sont en train d'être menés. Et alors, à ce moment-là, on peut passer à l'idée suivante. C'est la 9e idée clé du communiqué du gouvernement malien. Mais comment la mission d'établissement des faits des Nations Unies a-t-elle travaillé? Quelle est la méthode qu'elle a utilisée? Sur quoi est-ce qu'elle se base pour accuser le Mali? Le docteur-colonel Abdoulaye Maïga fait remarquer que ils reconnaissent avoir utilisé des satellites au-dessus de Moura pour obtenir des images. Je reprends ce point-là, c'est important. Ils se sont basés sur des images obtenues par des satellites qu'ils ont fait passer sur Moura. Alors ça pose la question suivante. Mais de quel droit la mission d'établissement des faits, de quel droit l'ONU ou n'importe quel investigateur d'un pays étranger, de quel droit fait-il voler
des satellites sur le territoire malien? De quel droit prend-il des images sur le territoire malien? D'autant plus que le gouvernement malien fait remarquer que la MINUSMA n'a pas demandé l'autorisation de prendre des images satellites. Le Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas demandé l'autorisation malienne de prendre des images satellites sur la région de Moura. Cette autorisation n'ayant jamais eu lieu, il s'ensuit que les prétendus faits que la mission de l'ONU prétend avoir établis, ce sont des faits qui auraient donc été établis par action clandestine dans le territoire malien. Or, qui dit action clandestine dit une action que personne ne peut contrôler. C'est-à-dire une action fourre-tout, une action confuse, une action ténébreuse. Une action clandestine n'étant pas encadrée par le droit, les faits que l'on obtient sur la base d'une action clandestine, est-ce que ces faits-là peuvent entrer et être considérés comme des faits de droit? Est-ce que le droit peut donner leur validité à des faits qui ont été constitués dans des conditions clandestines? Donc, des faits dont nul ne sait comment ils ont été constitués, puisqu'ils ont été faits clandestinement. Des faits qui ont été fabriqués clandestinement. Est-ce que ces faits peuvent être versés au dossier d'une affaire de droit international? Voilà l'objection fondamentale du gouvernement malien. À partir du moment où la mission d'établissement des faits a violé le territoire malien, soi-disant pour aller espionner ce qui s'est passé à Moura, les faits qu'elle prétend avoir établis ne peuvent pas être considérés en droit. Parce que ce sont des faits clandestins, sont des faits loufoques, sont des faits louches, sont des faits préfabriqués, sont des faits dont seuls ceux qui en parlent, les narrateurs, les affabulateurs, ont la responsabilité. Voilà la méthode du gouvernement. D'où la conséquence immédiate et qui constitue la 11e idée forte de ce communiqué. Le gouvernement décide par conséquent d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission des Nations Unies chargée des droits de l'homme pour, au minimum, les 3 faits suivants. 1. Espionnage en violation de la souveraineté du Mali. 2. Atteinte à la sûreté extérieure de l'État malien. 3. Complot militaire contre le Mali. Tous ces faits-là relèvent de la catégorie des crimes. Les 2 premiers sont punis par les articles 33 et 35 du Code pénal de la République du Mali. Et le dernier fait cité, le complot militaire, est puni par l'article 130 du Code de la justice militaire malienne. Cela veut dire que la justice malienne va poursuivre les fonctionnaires, les soi-disant experts, les espions de l'ONU. Tous ceux qui, dans l'affaire de Moura, prétendent avoir enquêté dans le cadre de la mission d'établissement des faits, vont être poursuivis par la justice malienne pour ces 3 faits. Du coup, ça pose le problème du statut de la MINUSMA au Mali. La mission des Nations Unies au Mali peut-elle rester au Mali, alors que maintenant il est établi que c'est une mission d'espionnage, une mission d'atteinte à la sûreté de l'État malien, une mission de complot militaire? Parce que cette fameuse mission d'établissement des faits a travaillé en bonne intelligence avec la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Alors, peut-on poursuivre l'une sans poursuivre l'autre? Peut-on poursuivre la mission d'établissement des faits en laissant la MINUSMA rester au Mali? La question se pose puisque au mois de juin, la décision internationale et nationale doit être prise à propos du renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA. Le fait que le gouvernement malien engage aujourd'hui la poursuite contre la mission d'établissement des faits plaide pour la conséquence logique que le gouvernement malien exige que la MINUSMA, qui a participé à cette mission d'établissement des faits, c'est-à-dire qui est coupable d'espionnage, d'atteinte à la sûreté extérieure, à la sûreté de l'État, à la sûreté territoriale de l'État,
coupable de complot militaire, mais il est évident qu'elle doit être démantelée. Je raisonne là, en écoutant et en lisant le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, je raisonne. Et je vois que cette mission n'aurait pas été possible sans une complicité de la MINUSMA. Donc cette accusation concerne aussi la MINUSMA. Et de toutes les façons, la mission et la MINUSMA appartiennent toutes à l'ONU. C'est la même organisation. Peut-on continuer d'accepter que l'ONU soit militairement présente au Mali, devant des faits aussi troublants? La suite. L'idée 12 de la communication gouvernementale malienne, c'est qu'il va établir une ressemblance, une analogie entre l'espionnage dont le Mali a été victime à Moura et l'espionnage dont le Mali a également été victime à Gossi. Le 20 avril 2022, en effet, les autorités françaises ont publié des images qu'elles avaient prises par satellite à Gossi, alors même que l'armée française qui occupait le camp de Gossi était supposée s'en être déjà retirée. Autour du 20 avril 2022, les autorités françaises publient donc des images d'un charnier aux alentours du camp militaire de Gossi et présentent ce charnier comme étant l'œuvre de l'armée malienne et de ses alliés russes. Le gouvernement malien souligne le fait que le mode de démonstration utilisé par la mission des Nations Unies est une photocopie du mode de démonstration utilisé par les autorités françaises. Car, en son temps, les responsables politiques français avaient dit que c'est grâce à des satellites ayant filmé le camp de Gossi et ses alentours, longtemps après que l'armée française s'en soit retirée, c'est grâce à ces satellites que lui, il a pu surprendre le charnier qui se constituerait aux alentours du camp. Or, voilà encore un cas où on pose la question. Est-ce que l'armée française a reçu autorisation de l'État, du gouvernement souverain du Mali pour filmer le camp de Gossi, pour filmer le territoire malien, pour faire balancer des satellites sur le territoire malien? Est-ce que l'armée française avait obtenu l'autorisation du gouvernement malien, de l'État malien? Non. Il s'agit encore là, en effet, d'un fait d'espionnage, d'atteinte à la sûreté et d'un fait de complot militaire. Donc, le docteur-colonel Abdoulaye Diop dit le raisonnement qu'on peut appliquer contre la mission des Nations Unies des droits de l'homme est le même raisonnement qu'on peut appliquer contre ce qui a été fait à Gossi. Et comme les autorités politiques françaises n'ont de cesse d'appeler les autorités politiques maliennes la junte, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga sert la réciproque en disant que la junte française avait elle-même déjà été coupable d'espionnage, d'atteinte à la sûreté de l'État et de complot militaire. Donc, il y a ici une identité méthodologique. Et la question que cela pose implicitement, c'est de savoir, puisque c'est les mêmes méthodes, d'un côté la mission des Nations Unies, de l'autre côté l'armée française, puisque ce sont les mêmes méthodes, la question qui se pose immédiatement, c'est, sont par hasard les mêmes personnes? Parce qu'à l'intérieur de la mission des Nations Unies, il y a des représentants des principales puissances qui constituent les Nations Unies, et donc, entre autres, des représentants de la puissance française. Implicitement, le communiqué du gouvernement malien, par l'analogie établie entre les événements du 27-31 mars 2022 et les événements du 20 avril, l'analogie qu'il y a là laisse penser que pour le gouvernement malien, il y a une identité d'acteurs. Ce sont les mêmes acteurs qui ont agi dans les deux cas. Et du coup, cela donne quoi? L'argument numéro 13, c'est que le gouvernement rappelle qu'au Mali, la défense de la dignité du peuple malien, le respect de la vie des Maliennes et des Maliens sont quelque chose de précieux pour le président Goïta et ses compagnons. Et c'est ça qui fait la différence entre eux et tous les gouvernements qui ont conduit le Mali dans la descente aux enfers, avant eux. Alors, il rappelle que le Mali a plusieurs fois prévenu contre l'instrumentalisation de la mission des Nations Unies et des droits de l'homme, dans le but de briser la dynamique de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali
et de s'opposer aux choix stratégiques du Mali. Et il insiste beaucoup sur cette idée. Le Mali avait déjà prévenu, parce que le Mali sait et a vu plusieurs fois la mission des Nations Unies utilisée comme un facteur de déstabilisation contre le gouvernement, contre l'armée malienne et contre le peuple. Et il a vu depuis un moment que le thème des droits de l'homme est un moyen de chantage, de pression, qui joue la même fonction de déstabilisation. Mais le gouvernement va jusqu'à dire on utilise la MINUSMA pour nous déstabiliser, on utilise le chantage aux droits de l'homme pour nous déstabiliser, parce qu'on ne nous a jamais pardonné d'avoir choisi de combattre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances qui ont fait venir les terroristes. Oui, le problème de fond qui se pose aujourd'hui au Mali, et la raison pour laquelle la France-Afrique veut la chute du régime du président Goïta et l'échec de la transition, c'est que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont choisi de combattre le terrorisme sans s'associer avec les puissances qui l'ont fait venir. Autrement dit, les puissances qui, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ont assassiné Kadhafi, détruit la Libye et déstabilisé tout le Sahel, le Mali a décidé de ne pas s'associer à elles pour combattre leurs propres suppôts. Et toute la problématique de la lutte antiterroriste au Sahel tourne autour de cette question. Vous voulez combattre les terroristes, mais comment pouvez-vous les combattre en vous appuyant sur les puissances qui les ont fait venir? Le Mali a répondu, désormais nous combattrons les terroristes en nous appuyant sur des puissances qui ne les ont pas fait venir. Voilà pourquoi ils ont privilégié l'alliance avec la Russie, la Chine en particulier. Mais au Niger, on a répondu autrement à la question. Alors même que les dirigeants nigériens actuels, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui finira par faire boum, comme les Africains l'appellent, et son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Mais Mahamadou Issoufou, n'est-ce pas lui qui était à Deauville, dans la fameuse conversation avec Obama, et qui disait à